12 ans dans l'armée m'ont appris la discipline, la patience et le sacrifice. Ce qu'ils ne m'ont pas appris, c'est comment faire face à la trahison de ceux qui étaient censés m'aimer le plus. J'ai découvert la vérité un jeudi pluvieux, en début d'après-midi. De retour d'une mission de 9 mois à l'étranger, je m'étais enfin installée à la table de ma cuisine avec un café pour faire le point sur mes finances. J'ai ouvert mon application bancaire et ce que j'ai vu m'a figé sur place. Le solde de mon compte épargne affichait 93,17 $. J'ai cligné des yeux, persuadée d'avoir mal lu. Pendant 12 ans, j'avais économisé presque chaque centime supplémentaire que je gagnais. Les primes de déploiement, les indemnités de risque, les revenus non imposables à l'étranger, tout était allé sur ce compte. Le solde aurait dû dépasser les 85 000 $. À la place, il était presque vide. Les mains tremblantes, j'ai consulté l'historique des transactions. Virement après virement, retrait après retrait. L'argent n'avait pas disparu d'un seul coup. Il avait été prélevé progressivement sur une période de 2 ans, et chaque opération avait été autorisée par des personnes ayant accès au compte, mes parents. Des années auparavant, avant un déploiement, je les avais ajoutés en tant que contact d'urgence sur ce compte. Je leur faisais une confiance absolue. Cette confiance s'est évaporée en quelques secondes. Je me suis rendue directement chez eux en voiture. Quand mon père a ouvert la porte, il n'avait même pas l'air surpris, comme s'il m'attendait. « Où est mon argent? » ai-je demandé. Ma mère est apparue derrière lui. Ni l'un ni l'autre n'a nié. Ni l'un ni l'autre ne s'est excusé. Mon père a simplement soupiré. On l'a utilisé. Une oppression s'est installée dans ma poitrine. 25 000 $. Ta sœur avait des problèmes. J'ai éclaté d'un rire incrédule. Ma sœur cadette, Sabrina, avait passé des années à vivre bien au-dessus de ses moyens. Vacances de luxe, vêtements hors de prix, SUV flambant neufs. Chaque fois qu'elle s'endettait, quelqu'un la tirait d'affaire, généralement mes parents. Cette fois, apparemment, c'est mes économies qu'ils avaient sacrifiées. « Vous avez volé mon avenir ?» ai-je dit. Mon père a croisé les bras, puis il a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. « Ta sœur en avait plus besoin que toi. » Ah mon, il me comprend. Oh. Cette phrase m'a traversée comme une lame. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'elle confirmait quelque chose que j'avais soupçonné toute ma vie. Je n'avais jamais été la priorité. En grandissant, Sabrina passait toujours en premier. Quand elle échouait dans une matière, mes parents lui payaient des professeurs particuliers. Quand je recevais des distinctions, ils remarquaient à peine. Quand elle commettait des erreurs, ils la protégeaient. Quand je traversais des difficultés, ils me disaient de me montrer plus fort. Pendant des années, je m'étais convaincue que ce n'était pas du favoritisme. Ce jour-là a détruit l'illusion. Je suis partie sans prononcer un mot de plus. Ce soir-là, j'ai rendu visite à mon grand-père Everett. Il vivait seul dans un petit ranch en dehors de la ville. S'il y avait une personne qui m'avait toujours traité avec équité, c'était bien lui. À mon arrivée, il était assis sur sa véranda à regarder le coucher de soleil. Il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai tout raconté. L'argent disparu, le compte vide, les mots de mon père. Grand-père a écouté en silence. Quand j'ai eu terminé, il a regardé les champs un long moment, puis il a sorti son téléphone, passé un appel et prononcé seulement 4 mots. « C'est le moment. Faites-le. » Il a raccroché. Voilà tout. Pas de discours, pas de conseils, rien. Je suis rentrée chez moi, perplexe. Le lendemain matin, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. Appel manqué, message, messagerie vocale. Vers midi, on en était à 58 appels manqués. Ma mère, mon père, Sabrina, des tantes, des oncles, des cousins, des proches qui ne m'avaient pas adressé la parole depuis des mois semblaient soudainement pris de panique. Un message vocal de mon père disait simplement « Rappelle-nous immédiatement. J'ai d'abord cru que quelqu'un était blessé, puis grand-père a appelé. Regarde tes emails. » Je les ai ouverts. J'en suis restée bouche bée. En pièce jointe se trouvait un document juridique émanant de son avocat. 5 ans plus tôt, grand-père avait constitué une fiducie familiale valant des millions, des terres agricoles, des biens commerciaux, des comptes d'investissement. Tout le monde s'attendait à en recevoir une part un jour. Apparemment, cela avait changé la veille. Selon l'avenant, plusieurs bénéficiaires avaient été retirés de portions importantes de la fiducie. Mes parents, ma sœur, 2 oncles et une tante. La majorité des parts m'avaient été réattribuées. Au bas du document se trouvait une note manuscrite de grand-père. Pendant des années, j'ai regardé des gens récompenser l'irresponsabilité tout en ignorant le sacrifice. Cela s'arrête maintenant. Soudain, les 58 appels manqués prenaient tout leur sens. Ma famille ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait pour elle-même.
Ce soir-là, mes parents se sont présentés à mon appartement. Pendant des années, ils avaient manqué les cérémonies militaires, oublié mes anniversaires, ignoré mes promotions. À présent, ils ne pouvaient plus s'arrêter d'appeler. Comme il est étrange de voir les priorités changer dès que l'argent entre en jeu. Ma mère pleurait. Mon père avait l'air abattu. Sabrina affirmait avoir toujours eu l'intention de tout rembourser un jour. Peut-être le pensait-elle sincèrement, peut-être pas. Mais pour une fois, leurs excuses n'avaient plus aucune importance. Grand-père avait vu ce que tout le monde avait ignoré. Il avait compris que le vrai problème n'était pas les 85 000 $. C'était des années de favoritisme. Des années à traiter un enfant comme une ressource inépuisable et l'autre comme quelqu'un qui méritait des leçons. Une semaine plus tard, les accords juridiques en étaient signés. Mes parents ont accepté de rembourser chaque centime qu'ils avaient pris. Le processus prendrait des années, mais ce n'était pas là l'essentiel. L'essentiel, c'était la responsabilité. Quelques mois plus tard, je me retrouvais à nouveau assis sur la véranda de grand-père à regarder le coucher de soleil. Je l'ai remercié d'avoir pris ma défense. Il a souri, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La fiducie n'a pas été modifiée parce que ta famille t'a déçu. J'ai regardé. Elle a été modifiée parce que, malgré tout, tu ne t'es jamais déçu toi-même. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. La brise du soir traversait les arbres et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix, non pas parce que justice avait été rendue, non pas parce que l'argent allait revenir, mais parce que j'avais enfin compris que ma valeur ne dépendait pas de personnes qui refusaient de la reconnaître. La famille qui m'avait ignorée pendant des années a appris une leçon douloureuse. Celui qui porte en silence le poids des autres est souvent le plus fort dans la pièce. Et quand cette personne cesse enfin de les porter, les conséquences arrivent plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Si vous étiez à ma place, auriez-vous pardonné à votre famille ou seriez-vous parti définitivement?